travers ce geste, Joseph Kabila Kabange lance officiellement les travaux des constructions d'un immeuble de 11 niveaux destiné à abriter 8 cabinets ministériels. Le choix du site facilite le fonctionnement et la concentration de certaines activités du gouvernement grâce à son emplacement. Cet immeuble se situe dans la commune de la Gombe entre le boulevard du 30 juin et l'avenue de la Justice. C'est la société chinoise Zhengwei Technic Corporation qui va procéder à l'exécution des travaux pour une durée de 20 mois. 24 milliards 200 millions de francs congolais et l'enveloppe allouée à ces travaux sur fonds propres du gouvernement. Ce projet s'inscrit donc dans la matérialisation de la volonté, de l'intérêt ainsi que de l'engagement personnel du chef de l'État à conduire la République démocratique du Congo vers le développement, la voie de la modernité et de l'émergence à l'horizon 2030. Comme le souligne Fridolin Kasweshi Musoka, ministre ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions, avant de donner succinctement les grandes lignes de ce projet. Ce projet consiste à ériger un immeuble moderne des 11 niveaux qui comprendra un sous-sol où seront logés les services techniques, un rez-de-chaussée comprenant les services de protocole et de sécurité, une agence bancaire, un restaurant, une mezzanine qui accueillera une salle de conférence et de formation, 8 niveaux réservés aux cabinets ministériels et leurs administrations respectives. Une toiture terrasse sur laquelle sera aménagé un niveau. Le taux d'occupation de l'espace prévu au sol est de 40% et représentera une superficie totale bâtie de 23 329 mètres carrés. Cette cérémonie présidée personnellement par Joseph Kabila Kabange consacre les démarrages de la construction d'un immeuble longtemps après les constructions érigées quasiment avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Et juste après, le chef de l'État, accompagné du Premier ministre Matata Ponyo, ainsi que d'une poignée des membres de l'exécutif central, effectue une marche à pied, ovationnée par une foule en liesse. Une traversée pénible et parfois exclue suite aux eaux des pluies. Ces difficultés ayant duré plus de 14 ans appartiennent désormais au passé, avec l'inauguration le week-end dernier du pont Fumlezi qui relie l'agglomération des Kimpangu dans le Bas-Congo à Ouidjé en Angola. Au nom du gouvernement qui entend favoriser les échanges commerciaux entre les peuples partageant les mêmes frontières, le vice-premier ministre en charge du budget a procédé à la coupure du ruban symbolique. Aux côtés de la délégation qui l'accompagne, Daniel Mukoko Samba est le premier à effectuer la traversée. Quand on a un grand pays à reconstruire, chaque acte compte. Et maintenant, on ne parlera plus du pont Fumlezi, ça signifie qu'on va s'occuper d'autre chose, parce que ça se fait. Et c'est un pont important parce qu'il donne de la valeur à l'axe Kouilongongo-Kimpangu. Mais il faut considérer aussi que c'est le pont qui nous relie avec l'Angola en fait, parce que la frontière avec l'Angola n'est pas loin d'ici. C'est donc, je rends hommage au chef de l'État, parce que c'est sous son leadership que tout ceci a été fait. Et je remercie le Premier ministre qui n'avait pas hésité à donner toutes les autorisations pour le financement de cet ouvrage. La population venue nombreuse assister à la cérémonie attendait avec impatience et sérénité le désenclavement de ce coin. Visiblement, cette action du gouvernement Matata sous l'impulsion du chef de l'État est appréciée à sa juste valeur. Nous avons beaucoup souffert et nous étions guettés à plusieurs dangers. L'initiative prise par le gouvernement de construire ce pont nous a réjouis. Les travaux de ce pont métallique dont la capacité est de 41 tonnes ont été exécutés par l'Office des routes pour une durée de 4 mois à un coût global de 837 000 $ américains. Un nouveau bouquet est opérationnel en RDC depuis hier. Star Times d'origine chinoise, le pays s'achemine sérieusement vers le passage de la télévision analogique à la télévision numérique d'ici à 2015. L'opérateur de télévision Star Times a lancé son signal en RDC avec 26 chaînes, dont 4 locales qui émettent en direct de la capitale Kinshasa. Star Times, à travers son programme de développement, envisage mettre sur pied une plateforme puissante, ouverte et stable de transmission de la télévision numérique sans fil à multifréquences et multichaînes. Cette démarche s'inscrit dans la logique du passage d'ici à 2015 de l'analogique au numérique, pour lequel Star Times a établi déjà des bases de cette révolution en Afrique via la télévision numérique terrestre.
Avec cette technologie, vous avez la possibilité de capter un signal sans antenne parabolique. Cette technologie lutte contre les intempéries, c'est-à-dire lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a les vents, le signal ne va pas couper. Vous aurez 5 sur 5 votre signal et nous offrons à la population quinoise vraiment un prix abordable, un prix pour tous. Au Congo-Kinshasa, Star Times a ouvert ses portes avec d'abord 3 boutiques réparties dans 3 communes de la capitale. Rappelons que Star Times a vu le jour à Beijing, en Chine, depuis 1988. Il est spécialisé dans la haute technologie de la radiodiffusion et de la télévision numérique. Le leader du M23 se croit tout permis en répondant sur les antennes de RFI qu'il ne se sent nullement lié par le double ultimatum de désarmement et du retrait de la périphérie du chef-lieu du Nord Kivu, barreau d'honneur ou inconscience, Guilain Kabalunzi et Christian Elongo. Le M23 ne quittera pas ses positions car elles sont fixées et acceptées par le chef d'État de la région des Grands Lacs. Propos de Bertrand Bissimois, président de ce mouvement rebelle sur RFI. Réaction à l'ultimatum de la MONUSCO, détenteur d'armes à feu, pour les déposer ou encore quitter la zone de sécurité de 28 km autour de Goma. Un ultimatum qui d'ailleurs expire ce jeudi à 16 h, heure locale. La MONUSCO a mal choisi ce moment, a mal choisi la cible. Ce n'est pas seulement le M23 qui devait être la cible de la MONUSCO. Il est inadmissible que la MONUSCO, qui se tue pendant toute la durée des affrontements entre nous et l'armée gouvernementale, choisissent ce moment où les banques se sont complètement arrêtés sur la ligne de front pour proférer des menaces guerrières au point de recréer un climat de peur et d'inquiétude parmi nos populations. C'est peut-être parti pour un bras de fer. La brigade d'intervention de l'ONU promet d'attaquer en cas de résistance. Il s'agit de la force de la MONUSCO qui a un mandat et qui doit agir dans le cadre de l'exécution de ce mandat-là. Donc c'est toute la force de la MONUSCO qui est concernée. Ça veut dire qu'on pourrait même prélever des gens du Sud Kivu pour venir renforcer le dispositif si le besoin se faisait sentir. Le geste fort, c'est cela qu'attendaient depuis des semaines les populations du Nord Kivu après les déploiements à mi-mai de la brigade d'intervention de l'ONU. On saura donc si ces nouveaux éléments des Nations Unies ont les moyens de leurs ambitions. Le M23 est traqué sur tous les fronts. 3 mandats d'arrêt internationaux visent 4 de ses membres ressortissants congolais réfugiés sur les territoires rwandais. Il s'agit de responsables rebelles à haut niveau de ce mouvement du 23 mars, dont leur leader Jean-Marie Runiga. Ces responsables du M23 sont poursuivis pour des faits de constitution d'un mouvement insurrectionnel, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ils sont également accusés de meurtre, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs ethniques, conscription et utilisation des mineurs de moins de 15 ans dans leur bande armée. Signalons que déjà en janvier 2013, les conseils de sécurité des Nations Unies avaient pris de nouvelles sanctions contre Jean-Marie Runiga et Eric Badege, considérés respectivement par les conseils de sécurité comme chefs civils du M23, soupçonnés d'exactions contre des femmes et les enfants. Ces sanctions ont porté sur l'interdiction de voyage et le gel de leurs avoirs. Le gouvernement de la RDC dit attendre avec intérêt la réponse du gouvernement rwandais conformément à l'accord de coopération judiciaire entre les deux pays aux engagements contenus dans le point 5 de l'accord cadre d'Addis Abeba et aux dernières recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la réunion consacrée à la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Perturbation de l'ordre public international par des assaillants dans le Nord Kivu. Des réflexions sont en cours dans le pays en vue du rétablissement de la légalité internationale. C'est ainsi que les étudiants de l'Université protestante au Congo sont en pleine 2e édition des cours intensifs sur les droits de l'homme et le droit international en RDC. Ces projets initiés par le Club d'amis des droits du Congo, une organisation qui réunit les anciens de la faculté de droit de l'UPC. Le cours vise à sensibiliser les acteurs œuvrant dans le droit de l'homme, de s'acquérir de l'évolution du droit sur le plan national et international. On a pu constater qu'il y avait l'absence d'unités spécialisées des recherches dans ces domaines de droits de l'homme et de droit international pénal au Congo, dans nos universités. Approfondir leurs connaissances dans ces domaines de droits de l'homme et de droit international pénal.
Les cours de 2 semaines seront subdivisés en 2 modules. La première semaine, les participants vont se pencher sur le droit de l'homme et la deuxième semaine, les organisateurs ont prévu le cours sur le droit international pénal. Pour donner des outils aux personnes qui vont avoir la formation pour être comme étant des défenseurs des droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas défendre les droits de l'homme sans les connaître. La RDC, où le droit de l'homme n'est pas respecté dans sa partie est par le rebelle, l'apport de cette formation peut être d'une grande importance. Elle fonctionne sur base temporelle. Elle est limitée par sa compétence temporelle. Vous savez que les crimes au Congo sont commis avant juillet 2002. Maintenant, tous les crimes commis au Congo avant l'avènement de la Cour pénale internationale, que fait-on de ces crimes? Espérons que ces 2 semaines de cours intensifs sur le droit de l'homme et le droit international pénal sortiront des ambassadeurs de droit en RDC. Cette instabilité dans l'est du pays n'empêche pas la République démocratique du Congo de se reconstruire. Le site du barrage d'Inga va s'enrichir d'ici peu avec des turbines en construction du barrage d'Inga 3. Il suffit de découvrir le contenu des entretiens de la primature pour s'en convaincre. Le projet Inga 3, capable de produire 4800 MW, se situe à un stade très avancé de préparation. Un projet du gouvernement qui porte sur le développement du site Inga. Cette bonne nouvelle a été faite à l'issue d'une séance spéciale de travail tenue à la primature. Le rapport des résultats des études de faisabilité qui ont été présentés à l'ensemble du gouvernement, mais ce comité spécial devait être informé et lever les options stratégiques en ce qui concerne la date de démarrage de Inga 3, en ce qui concerne la restructuration financière, la restructuration institutionnelle, la restructuration économique de ce projet. Ce projet à portée nationale et régionale est une véritable réponse au délestage que connaissent les populations. Satisfaire la demande énergétique des administrations de toutes les provinces, des populations de toutes les provinces, et des industries, particulièrement les miniers du Katanga. Aujourd'hui, il y a un déficit au Katanga, mais ce déficit, nous essayons de le satisfaire avec la réhabilitation des centrales qui existent, Inga 1 et 2, et puis les centrales du Katanga, mais ça ne suffira toujours pas. 2015 est l'année consacrée au lancement de la première phase des travaux de cette centrale. Tout est bien qui finit bien. Kinshasa Fashion Week s'est clôturé dimanche. Les stylistes sélectionnés pour le show ont tous présenté leur création au grand public. Soirée de haute facture qui a également connu la participation des stylistes étrangers, dont David Talé, un styliste de renommée internationale. The fitting was great and the models, I think their rehearsals, they did very well. So now we're looking forward to start the show. Yeah, we're ready. I mean, I think the show should start now and then we go for it. Deux jours durant, de nombreuses créations ont été proposées. Des tenues pour hommes et femmes. Une particularité pour cette première édition, l'exposition Vente, un véritable cadre d'échange et de visibilité. Là, j'ai une robe pour les mariages. J'ai utilisé les robes au mariage pour campagne et avec le perles et paillettes. L'homme est là, hein, avec la tenue collection Libala. Voilà, il a mis une veste un peu plus longue, c'est à la mode ces derniers temps. Organisée en vue de promouvoir les stylistes congolais et encourager les produits de la RDC, la coordinatrice salue le déroulement de ces activités. Je suis très satisfaite. C'était des semaines et des mois de dur labeur et maintenant on arrive à la fin et je suis réellement satisfaite. Sur initiative de Glorian Théou, Kinshasa Fashion Week a vécu 3 jours de suite au complexe Omnisport Chart Club. Rendez-vous donc l'an prochain pour une nouvelle édition.
Inauguration d'ici la fin du mois en cours du pont Bokassa sur l'avenue Bokassa à l'entrée de Sendwe. Le directeur général de l'Office de voirie a effectué hier une visite sur terrain pour voir l'état d'avancement des travaux qui ont débuté depuis 4 mois. Nous sommes sur l'avenue Bokassa au quartier Founa dans la commune de Kalamou, à hauteur de la rivière qui porte le même nom. Sur ce cours d'eau, l'Office des voiries et drainages s'attelle à jeter un pont de 7 mètres. Des travaux qui tombent à point nommé, d'autant plus que ce quartier est souvent le théâtre d'inondations dramatiques. On a débuté les travaux depuis le 15 février. Je crois qu'à la fin du mois de juillet ici, on pourra déjà terminer les ponts. Il va nous rester seulement des petits travaux, mais les ponts au mois de juillet, fin juillet, on va terminer ça. Il est prévu l'aménagement des parties qui doivent mener jusqu'au boulevard Sendwe, la route. Donc on aura aménagé les berges jusque de ce côté-là. L'avenir est désormais vu en rose pour les habitants du coin. C'est un grand chef-d'œuvre qu'il faut absolument féliciter. C'est derrière la révolution de la modernité. L'OVD va également réhabiliter l'avenue Bokassa sur son tronçon allant du pont jusqu'au croisement avec Sendwe. Une fois les travaux terminés, les usagers de cette route pourront retrouver cet axe qui conduit vers le grand marché. Au-delà des gestes en mémoire des êtres chers qui ont suivi le chemin de toute la terre, ce 1er août a été également une journée de retrouvailles pour les familles. Cet avant-midi, je suis partie au cimetière de Benseke, nettoyer la tombe de mon cher mari, apporter un bouquet de fleurs. Et tout à l'heure, là, je me rends à la maison. Il y a mes enfants et mes petits-enfants qui seront là. On va se souvenir non seulement de leur papa et leur grand-père, mais on va partager un repas ensemble. Et c'est aussi une journée où tous les parents doivent être heureux pour fêter cet après-midi la journée des parents. Quelque férié que soit le jour, la question de la paix à l'est de la RDC reste toujours d'actualité. C'était vraiment, les gens étaient axés plus sur la marche là, des catholiques. Parce que vous soyez ici, et que vous soyez à l'est, nous vivons, nous voulons notre pays entier. Nous ne voulons pas de balkanisation d'une partie de notre pays. La matinée a été perturbée dans la circulation en raison du nombre élevé de ceux qui, dans des familles, ont décidé de déposer des gerbes de fleurs sur des tombes dans les cimetières ou de les entretenir. Évolution de la conjoncture économique à fin juillet. Les indicateurs macroéconomiques évoluent bien. La base monétaire du sens strict et la masse monétaire hors provision et dépôt en devises sont en dessous de leurs cibles respectives. Tous les objectifs de la politique monétaire sont sous contrôle. C'est l'essentiel de la 7e réunion ordinaire du CPM tenue en fin juillet sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Deogracias Mutombo en a fait le point devant la presse. En cumul annuel, le taux d'inflation se situe à un peu moins de 0,5%. En annualisé, le taux d'inflation est à 0,8% et en glissement annuel, ce taux est à 0,79%. Donc c'est une situation confortable sur ce plan parce que nous sommes aujourd'hui le 31 juillet et nous pouvons considérer que nous avons derrière nous 7 mois passés et nous affronterons les 5 mois à venir de l'année. Quant au taux d'échange, on observe aussi une stabilité tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle. En moyenne, le taux se situe dans la fourchette de 917-923 contre une moyenne de 920-927 à fin décembre 2012. Donc il y a là une légère appréciation du franc congolais. Quant au stock de réserves internationales ainsi qu'à la sécurité des importations, il convient de noter que ces paramètres aussi demeurent très confortables parce que les réserves internationales sont de 1,663 milliard de dollars américains, représentant 8,82 semaines d'importation de biens et de services. Le CPM a maintenu inchangé le dispositif de la politique monétaire, le taux directeur à 3% et les coefficients de la réserve obligatoire à 7%.
La régulation de la liquidité devra se poursuivre via la fourchette d'appel d'offres de BTR. 19h30 à Kinshasa, 20h30 à l'est de la République démocratique du Congo. Les concertations nationales, on en parle toujours. Le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières a réuni ce samedi tous les chefs des quartiers de la capitale. Il était question pour Richard Mouyej-Manguesmans de faire un appel à une sensibilisation tous azimuts de la population sur la vulgarisation du contenu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les salons bleus des affaires étrangères étaient encore noirs de monde ce samedi 27 juillet. Les chefs des quartiers de la ville-province de Kinshasa ont tous, sans exception, répondu à l'invitation du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, pour le préparer aux prochaines concertations nationales qui sont avant tout un devoir constitutionnel et patriotique. Mû par la volonté de servir et faisant face à un contexte politique extrêmement tendu, Richard Mouyej s'est voulu tout d'abord être un rassembleur. C'était la vraie information, le message vrai, parce que nous nous étions rendus compte à travers certains débats sur les médias que chacun comprenait à sa manière l'ordonnance du chef de l'État. En tant que ministre de l'Intérieur, il a été pour nous important de fixer l'opinion. Et nous l'avons fait. Une vision que partage totalement le chef des communes de Kinshasa. Les bourgmestres et toute la territoriale. Et c'était pour vraiment recevoir le message de sensibilisation du chef de l'État. Cette rencontre a également connu la participation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, et de quelques bourgmestres de communes. Dans l'opposition, l'édifice s'est fissure à la formation de l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et stratégiques a été déchargé et Jean-Lucien Boussa déclare ne rien savoir de la sanction. Un nouveau coup dur pour Jean-Lucien Boussa. Après avoir perdu l'élection du gouverneur de la province de l'Équateur, le voici démis de ses fonctions de secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo. La décision s'est revenue de la haute instance du parti. Je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'une décision a été prise pour que je n'exerce plus les fonctions du secrétaire général adjoint du MLC en charge des questions politiques et stratégiques. Je crois que les décideurs ont donné des raisons plausibles, j'espère. Je ne vais pas rentrer dans l'esprit sûrement du président national qui a été conseillé dans cette direction. Tout ce que je peux dire, c'est que je prends acte de l'option prise et de la décision prise. Malgré cela, le président du groupe parlementaire MLC allié à l'Assemblée nationale dit garder ses deux pieds sur terre. Je me donne le temps de réflexion parce que je suis un acteur politique. Je reste et dans la dynamique et dans l'action. J'ai adhéré au MLC comme militant. Je suis membre cofondateur du MLC. Je suis président du groupe parlementaire MLC allié. Donc j'ai tous les moyens pour pouvoir m'exprimer au sein du mouvement de libération du Congo. Dans tous les cas, je n'arrêterai pas de mener les combats en faveur de la liberté d'opinion, de la démocratie dans le pays et au sein des partis politiques. Homme libre, oui, l'avenir déterminera jusqu'où ira cette liberté. L'actualité promet d'être riche dans les jours qui suivent au sein du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Nous sommes au Nord Kivu, une région secouée par des conflits armés répétitifs qui ont entraîné des déplacements des populations. C'est dans ce contexte difficile que Vodacom Congo, à travers son service Mobile Money M-Pesa, s'est engagé aux côtés du gouvernement congolais et de la Robank qui a payé les militaires congolais basés dans cette partie du pays. Lancée depuis le début du mois de mars 2013, cette opération consiste à rendre effectif et facile la paie des militaires dans les parties les plus reculées de la région. Le processus d'identification chez Vodacom Congo, ça se passe comme suit. Nous recevons des listings des banques commerciales et dès réception de ces listings, nous passons à l'identification. On vérifie le numéro de matricule, les cartes d'identité de tous les fonctionnaires qu'on aura à payer. Après l'identification, nous retransmettons, nous renvoyons les listes
aux banques commerciales avec un rapport. La banque prendra soin maintenant d'insérer les salaires. Dès que la banque va insérer les salaires, il renvoie les listes chez Vodacom Congo. Et avant que Vodacom Congo effectue la paye, là il faut que les gens comprennent bien, avant que Vodacom Congo n'effectue la paye des enseignants ou bien des fonctionnaires, la banque qui nous a demandé ce service-là doit créditer les comptes de Vodacash. Dès que le compte de Vodacash est crédité, c'est à ce moment-là que Vodacom peut effectuer ce que nous appelons le bulk payment. Ça veut dire le paiement en groupe. Et les fonctionnaires identifiés là où ils seront recevront des SMS de notification qui leur informeront qu'ils viennent d'être crédités d'un montant X. Une fois le SMS arrivé, les fonctionnaires n'auront plus qu'à se présenter devant ou auprès des différents points de retrait de Vodacash pour entrer en possession de son cash. Vodacom Congo attend donc que la banque crédite son compte avant d'effectuer à son tour le paiement de chaque soldat sur le compte M-Pesa. Mais la paye des militaires au Nord Kivu intervient dans un contexte difficile. Les agents M-Pesa font face au quotidien à des défis importants, notamment l'instabilité récurrente dans la région, les difficultés d'accès aux militaires qui se trouvent dans les zones de conflit, un problème d'assimilation de cette nouvelle technologie par les militaires, problème auquel Vodacom se charge activement d'apporter des solutions efficaces. En dépit de cette situation, Vodacom Congo réitère son engagement à payer les militaires au Nord Kivu, car cela relève de sa responsabilité morale en tant qu'entreprise opérant en RDC. I think it's very important for us to emphasize that Je pense qu'il est important pour nous de souligner qu'aller à Walikale et à Massissi pour payer les militaires n'est pas chose facile. Nous sommes opérationnels au Nord Kivu, une région très sensible sur le plan sécuritaire et un environnement très coûteux et peu profitable. Mais nous croyons que c'est une responsabilité morale à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Nous croyons que ce n'est nullement une faveur morale, mais bien une action faisant partie de notre mandat en tant que compagnie africaine soucieuse d'accompagner le gouvernement dans ses prérogatives en aidant la paye des fonctionnaires, où que ce soit, à Bukavu, au Nord Kivu et à n'importe quel endroit en RDC. Nous avons de toute évidence l'expertise nécessaire pour mener à bien ce genre d'opération, parce qu'aucun opérateur, de manière générale, n'a fait ses preuves en implémentant le mobile money mieux que Vodacom, Vodafone. Depuis son lancement en décembre 2012, le M-Pesa a réussi à s'installer en RDC. De Boma à Goma, de Kisangani à Kasumbalesa, ce service de mobile banking a conquis la population congolaise et tous les jours on enregistre des nouveaux abonnés. Ce service facilite la vie des Congolais dans plusieurs secteurs permettant les transferts de fonds, achat du crédit de communication, accès aux services utilitaires via téléphone, paiement des factures, abonnements, etc.